Et comme je disais à Auriel il y a quelques secondes, ça m'a ramené à son épouse. Ça m'a ramené 3 ans en arrière, quand on investissait les restaurants de Marseille et que je voyais toute cette communauté de Marseille réagir à l'importance. Normalement, on aurait dû tous se lever parce qu'on a un khatan et une kala qui viennent de rentrer. Même pas une semaine, on leur souhaite un très très grand Mazel Tov. Et on est content de les voir ici parmi nous ce soir. On a un autre khatan aussi qui est encore dans l'année. Yaniv et Léa, un très très grand Mazel Tov. Ce soir parmi nous, il y a beaucoup de khatanim qui ont suivi ma formation. J'en reparlerai lors de la conférence. Et tout d'abord, je voulais vous dire que ce shiur, avec votre permission, il est dédié et il sort du Rav Simcha Cohen. Toutes les bonnes choses que vous allez entendre ce soir, c'est lui. Et toutes les bêtises, vous les mettez sur mon compte. Et je lui souhaite vraiment une très très grande réfoua chez les mains. Il a passé de moments très difficiles. Le Rav Simcha Cohen fait partie des plus grands médiateurs familiales qu'on retrouve en Israël. Malheureusement, il a subi un AVC et ça fait quelques années qu'on l'entend plus. Mais tout ce que vous entendrez ce soir, eh bien, c'est de son livre et de la formation à l'époque qu'on avait eue avec lui en Eretz Israël. J'aimerais également dédier cette conférence pour la réfoua chez les mains de ma maman, Naomi Bat Jamila, et de ma nièce, Léa Bat Elisheva, et de tous les malades à qui on pense ce soir, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie à Béhémet une grande réfoua chez les mains. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par le commencement et dire qu'en fait, le sujet de ce soir, eh bien, il va porter sur la considération et son contraire. Alors, on a l'impression de passer d'un extrême à l'autre, mais on verra que c'est véritablement ce qui peut se passer. Si on n'a pas atteint la considération, on risque d'atteindre très facilement la sidération. Et de façon générale, comment aujourd'hui dans la vie de tous les jours, si je vous demandais qu'est-ce qui fait qu'une action est facile à accomplir? Qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai pas de mal à agir dans la vie? Eh bien, c'est tout simplement la vision que j'ai de l'action que je dois faire. Si cette action, je l'estime, si cette action, j'ai des valeurs pour cette action, eh bien, ce sera très facile pour moi de l'accomplir. Mais si cette action, je n'ai aucune valeur, ce sera toujours difficile de l'accomplir. Les efforts qu'on fait dans notre relationnel en général, l'estime que j'ai pour les gens, eh bien c'est exactement la même chose. Plus je pense que la personne qui est en face de moi est opportuniste, plus j'aurai peut-être même du mal à lui servir un verre d'eau. Et si la personne qui est en face de moi, j'ai beaucoup d'estime pour elle, je peux être capable de passer la journée à la conduire d'un endroit à un autre, de faire du shopping avec elle et de lui dire encore ce soir, on va au resto ensemble parce que je l'estime. C'est ça la différence. Quand une personne finalement, elle est chère à mes yeux, je peux lui donner même ma chemise. Mais quand une personne n'a pas cette valeur, je peux même avoir du mal à décrocher le téléphone quand j'ai oublié de la bloquer sur ma liste de contacts. C'est vraiment ça. Ça dépend en fait de l'estime que j'ai pour cette personne. Eh bien, ce qui est triste en fait, c'est qu'un couple, ça marche de la même manière. Ça veut dire que si finalement, dans mon couple, l'estime ne règne pas, eh bien j'aurai beaucoup de mal à me rattacher à ma moitié. Et j'utilise ce terme de moitié parce que, vous savez, une fois il y a un rave qui a été questionné. Il y a une personne divorcée qui vient la voir et qui lui dit j'ai divorcé de mon mari, mais je suis toujours amoureuse de lui. Alors le rave, il lui dit, oui exactement, ça paraît terrible. Le rave, il lui dit, mais vous avez divorcé religieusement ou au niveau de la mairie? Il dit, non, on a divorcé au niveau de la mairie, on a fait les papiers avec les avocats et tout. Il dit, ben, c'est normal, vous l'aimerez encore pendant longtemps. Et le rave a expliqué en fait qu'au moment où on passe la bague au doigt de la mariée, les neshamot dans le ciel, elles s'entremêlent entre elles. Ariat Mekudeshet Li, Betabazou, tu te rappelles Jérémie? Kedat Moshe ve Israël, au moment où on passe la bague, eh bien à ce moment-là, les neshamot, elles se mêlent ensemble. Et tant qu'il n'y a pas la Messira Taget, il n'y a pas l'acte de divorce qui est mis en place, les neshamot, elles restent entremêlées entre elles. Mais on peut être entremêlé et ne pas se supporter et s'insulter toute la journée. C'est-à-dire que religieusement, je suis mêlé à mon épouse et je ne peux pas m'en séparer,
mais je supporte pas mon mari. Parce qu'on va essayer ce soir de jongler, que très souvent dans les cours, il y en a trop pour les hommes, il y en a trop pour les femmes, mais j'essaierai ce soir de rester le plus neutre possible. Donc c'est cette situation qui peut arriver. D'ailleurs, on dit que c'est ça, un couple. Un couple, c'est en fait deux Neshamot qui se sont perdus, et qui puis, après un certain temps, quand ils grandissent, ils se retrouvent ensemble. C'est deux Neshamot qui se remêlent ensemble. Eh bien, un couple qui se considère, qui voit en son partenaire une personne importante, a beaucoup moins de mal à dépasser les différences. Parce que, je ne vais pas vous affoler ce soir, mais pour qu'un couple s'entende bien, c'est un miracle. Moi, je vous le dis, c'est un miracle. D'abord, on a deux personnes qui ont vécu 25 ans chacun au minimum de leur côté. Et puis, ces 25 ans, ils arrivent avec sur le dos comme ça. Et puis, chacun pose son sac. Et puis maintenant, on va devoir s'adapter ensemble. 25 ans de vie séparée. Et puis maintenant, tu me mets ces 25 ans ensemble. C'est pour ça, moi, je me suis toujours demandé pourquoi sous la roupa, il y a autant de monde. Laissez-moi respirer. Mettez-moi que le khatan et la kala. Parce que c'est vraiment ça. Quand je rentre dans ma maison, j'amène avec moi mon père et ma mère. Et mon épouse, elle amène son père et sa mère. Et on va vivre ensemble maintenant. Et tu me dis, mais non, mais dans la maison, il n'y a que moi et elle. Oui, ça, c'est dans le corporel. Mais dans l'inconscient, mon épouse, à travers moi, elle cherche son père. Et moi, chez mon épouse, inconsciemment, je cherche ma mère. Tu dis, mais non, mais c'est des bêtises. C'est pas conscient. C'est pas qu'ils sont là. N'ayez pas peur ce soir quand vous rentrez chez vous. Vous serez que deux. Mais dans la théorie, vous êtes 6. Et c'est pour ça que sous la roupa, on se met ensemble. Donc c'est compliqué un mariage, Rabotaï. C'est compliqué parce qu'on vient avec nos habitudes et plus. C'est pour ça que moi je dis, les gens ils ouais, se marier jeune, tu sais, c'est pas l'idéal et tout ça. Mais ce que tu comprends pas, Baba, c'est que plus tu te maries, tu retardes l'échéance, et plus la difficulté d'adaptation sera grande. Et plus on s'est marié jeune. C'est vrai que la Gemara, elle va aller dans les extrêmes, et elle va dire l'idéal, c'est de se marier, Ben Shmona Isrei la Roupa, à 18 ans. La Gemara, elle n'a pas voulu aller dans les extrêmes, en fait. Elle a tout simplement réfléchi que si ce couple, finalement, se mariait jeune, eh bien, les différences seraient beaucoup moins grandes. Mais si ce couple, finalement, s'attardait au mariage, eh bien, il y aurait des difficultés. Et quand ces difficultés s'installent, et qu'un couple pense que le mariage, c'est le moyen simplement d'avoir un colocataire assuré, un partenaire pour assurer les tâches financières et ménagères, il aura du mal à accepter quand son conjoint, il mâche un petit peu plus fort sa banane. Voilà. Ça, c'est les extrêmes. Ça veut dire que dans un couple, c'est exactement comment ça se passe. Et l'influence positive ou négative, on la retrouve chez Yaakov. Moi, il y a un verset que je ne comprends pas chez Yaakov, que Rav Simcha Cohen cite d'ailleurs. C'était mon premier Dvar Torah quand j'ai connu mon épouse. Ahava she'ena tluya badavar. L'amour que j'ai pour mon conjoint ou ma conjointe, est-ce qu'il dépend de quelque chose? Demandons-nous vraiment la question. Si l'amour que j'ai pour mon conjoint, il dépend du financier, du physique, batla adavar, batla ava. Si la raison pour laquelle je me suis marié, elle disparaît, l'amour il disparaît aussi. Ça veut dire que quand je me marie avec une personne, je me marie pour ses qualités. Je me marie parce que je l'apprécie. Je ne me marie pas avec elle parce que je m'aime moi-même. Mais c'est évident ça. Quand je me suis marié, c'est parce que j'aimais ma femme. Qu'est-ce que c'est aimer? Moi, je vous pose la question ce soir. Qu'est-ce que c'est aimer? C'est-à-dire, on raconte une fois dans un restaurant, il y a un type, il n'est pas trop doué d'esprit comme ça, et puis il voit une scène. Il voit un monsieur qui est assis à table, le serveur arrive, bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Il dit, écoutez, moi j'adore le poisson. Ah, qu'est-ce que j'aime le poisson? Vous avez un bon poisson? Il dit, oui, on a un mérou, croûte en sel et tout ça. Je veux le mérou. Donc il amène le mérou. Et là, le type, il prend le mérou, il plante le couteau à l'intérieur, il ouvre en deux, il enlève l'arête et il laisse qu'à la fin les yeux et la peau. Il se lève outré, il dit « Mais c'est ça, aimer un poisson? C'est ça qu'on fait à quelqu'un qu'on aime !» En fait, il a raison, ce monsieur qui ne comprend pas trop les choses. Le monsieur, il n'aime pas le poisson. Il s'aime à soi-même. Et comme il s'aime à soi-même et qu'il veut faire un petit kiff comme ça, alors il demande un poisson. Mais le poisson, il n'en a rien à faire. Donc ça veut dire que quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas pour ce qu'il nous apporte, mais on l'aime pour ce qu'il est et surtout ce qu'on va lui apporter. Et maintenant, on a compris le verset dans Yaakov. C'est écrit que Yaakov, il aimait beaucoup Rachel. Donc il a travaillé combien d'années pour elle?
Il y a des gens qui étudient ici, 14 ans, pas 7, 14. Et là-bas, le verset nous dira « Vaïou be'enav keyamim achadim » Ce fut comme quelques jours be'avato ota, parce qu'il aimait. Et c'est contradictoire. Si j'aime quelqu'un, mais je veux le retrouver très très rapidement. Je veux pas que ça dure. C'est une erreur. En fait, il aimait tellement qu'il voulait s'empresser de lui faire du bien, d'être à ses côtés, de lui apporter. Et avec ça, j'ai compris un autre verset. C'est écrit que Yaakov, qui se sauvait de son frère, ceux qui se rappellent un petit peu des histoires, des anecdotes, Yaakov qui se sauve de son frère, il arrive près de chez Lavan, son oncle, et il voit tous les bergers autour d'un puits. Il leur dit, les gars, il est 15h30, vous êtes à la CGT ou quoi? Pourquoi vous êtes là? Il dit, non, on est là parce qu'on a besoin de tous. Et alors? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une pierre qui fait 500 kilos. Et pour pouvoir la déplacer et faire boire le troupeau, on a besoin de tout le monde. Et à ce moment-là, Yaakov, il voit Rachel. Il la voit arriver. Il dit, c'est qui cette dame? Il dit, ben, c'est Rachel, la fille de Lavan. Ni une ni deux. Yaakov, il prend la pierre, c'est écrit, et il a fait sauter comme un bouchon de bourra. Il a sorti. Kepkak, mais alpiat selochit. Il a fait sortir en 2 secondes. Et tous les commentateurs ils disent, mais c'est exagéré. La Torah, elle n'exagère jamais. Vous savez pourquoi il a fait ça? Les Chachamim, ils disent, Rav Simcha Cohen, il dit, parce qu'il aimait tellement sa femme que la souffrance dans ses bras, il a oublié. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je pense à lui, je me soucie de ce qu'il a besoin, et je l'aime tellement que la douleur, je l'oublie. C'est ça le vrai amour. Et ce principe, je vais vous dire la vérité, on le voit au travail. Si l'employé, il estime son boss, il pourra se battre corps et âme pour son employé. À la limite, un jour, on lui dit, le boss, il lui fait, écoute, je suis embêté, ce matin, le ménage n'a pas été fait. Je fais. Mais t'es DRH, tu fais du ménage? Ouais, parce qu'il estime son boss. Il estime tellement son boss qu'à chaque demande, chaque journée, il est prêt à faire. Alors que si c'est l'inverse, qui ne supporte pas son patron, chaque demande, il se sent exploité. Chaque demande, chaque journée, ça lui paraît interminable. Parce qu'à chaque instant, il se sent exploité. Donc en fait, ça dépend de la vision qu'on a sur les choses. Cette vision partagée et imagée, on pourrait l'exprimer par quelqu'un qui, un jour, il descend des sacs de gravats, parce qu'il n'a pas les moyens de faire ses travaux par quelqu'un. Alors on dit, c'est lourd le kilo de gravats, c'est genre, c'est lourd. Puis un jour, il y a 5 chiffres d'euros millions qui apparaissent. Et là, il est parti se faire un kiff, se faire un bain de diamants. Il a le même sac, ça pèse le même poids. On lui dit, c'est lourd. Tu dis, ben lourd, c'est le top. Ah, quel plaisir de tenir ça sur mon épaule. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le même poids, mais c'est pas la même vision. Et quand il n'y a pas la même vision des choses, tout est différent. Ça, je vous dire la vérité, cette approche, on peut la voir dans l'éducation. Aujourd'hui, sans le savoir, vous êtes en train de préparer vos enfants à être les adultes de demain. Je vous donne un cas de figure. Il est 18h30, vous venez de rentrer du travail. Les enfants, il y en a un, il te tire de droite, l'autre, il te tire de gauche. Le père, il ne peut pas rentrer, c'est toujours toi qui fais les devoirs, tu en as marre. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir des enfants? Et la petite, elle te regarde à côté. Elle dit, maman, pourquoi tu pleures? Non, rien, chérie. Elle a entendu. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir des enfants? Ou alors, j'en peux plus, ma vie, qu'est-ce que c'est ma vie avec vous? Qu'est-ce que c'est? Toi, tu dis ça sur le coup, mais tes enfants, tu les adores. Seulement, tu leur as imprimé dans leur tête qu'avoir des enfants, c'est lamentable. Et à leur tour, quand eux vont grandir avec ce schéma, ils auront beaucoup de mal à éduquer leurs enfants. Tu leur as donné une vision erronée. Et c'est ça que est écrit dans le verset « Chanor la nahar al pidarko » éduque ton enfant selon son chemin. « Gam ki yaskin lo yasur mimena » Quand il va grandir, il ne se détournera pas de la Torah. C'est valable dans la vision que tu lui donnes des choses. Le schéma que tu proposes aujourd'hui à ton enfant, c'est ce qui va faire que demain, il agira en fonction de ce que tu lui as fait goûter. Si tu lui as fait penser que l'éducation c'était dur, que les enfants c'était une horreur à faire grandir, ce sera le plus mauvais des pères ou la plus mauvaise des mères. C'est toi le responsable. Le schéma que tu lui as donné.
Même si les parents veulent finalement alléger leurs enfants, dans cette approche, ils doivent montrer un intérêt à l'éducation. Ils doivent montrer une importance, ne pas attendre avec impatience la reprise des cours après les 2 mois de vacances. Oh, c'est quand la rentrée? C'est quand la rentrée? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Qu'éduquer des enfants, c'est terrible. Et que finalement, quand on peut s'en débarrasser, on s'en débarrasse. Alors que si on a montré à nos enfants un plaisir d'éduquer, que les enfants, c'est un épanouissement, ben les enfants, à leur tour, quand ils grandiront, ils auront cette façon de voir épanouie les enfants. Vous savez, moi je le vois aujourd'hui, avec ma toute petite expérience de 12 ans. Les enfants, ils ont un regard sur la vie que les parents leur ont donné. Vous avez des fois des parents et des enfants qui sont très très machos. Il ne faut pas s'étonner, t'as qu'à voir le père. Vous avez des enfants qui sont très 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 nerveux. Mais regarde, les parents, c'est des boules de nerfs. C'est l'image qu'on leur fait visionner. Et donc, encore une fois, un autre exemple, que l'influence que j'ai positive ou négative de la vie, elle influence autour de moi. Or, cette considération, elle est dominante dans le couple. Parce que dans le couple, comme je dis toujours, c'est un engagement qui est énorme. C'est que c'est pas simplement se marier. Donc si finalement ma vision est positive, mes difficultés à accepter les différences que je vous ai citées juste avant, elles seront beaucoup plus simples à encaisser. Mais si ma vision elle est négative, il suffit que tu mets tes pantoufles là où il ne fallait pas, que pendant une semaine vous ne vous parlez pas. C'est vraiment ça. Le Rav il a raconté une fois qu'un couple, bon, les khatanim que j'ai préparés, ils la connaissent, hein, l'histoire du dentifrice. Bon. Il a dit une fois, j'ai reçu un couple, ils ont voulu divorcer à cause d'un dentifrice. Ah, dentifrice. Parce qu'il y en avait un, il venait d'une famille qui était très très économique, parce qu'il avait vécu la guerre et tout ça. Le dentifrice, quand il le poussait jusqu'au bout, au bout, et encore ils appuyaient. Et de l'autre côté, ils n'avaient pas vécu ces problèmes. Et donc le dentifrice, quand il était à la moitié, on le mettait à la poubelle. Alors le premier jour, le mari dit à sa femme, je t'en prie ma chérie, quand tu utilises le dentifrice, finis-le. 2 jours, 3 jours, 1 mois, au bout de 2 mois, ils se sont hurlés dessus. Et à la fin, il a dit, tu sais quoi, je regrette d'être marié avec toi. Ils ont fini devant le Rav. Voilà, c'est ça. C'est la vision des choses qu'on donne. La vision qu'on donne, si elle est positive, j'ai déjà aidé mon couple de 50%. Et si la vision que je donne à mon couple, elle est négative, même les petites différences, elles seront difficiles à gérer. Maintenant, je vais vous dire la vérité, vous allez dire, mais alors quoi, ça veut dire que si on a une bonne vision des choses, ça y est, tout est bon? Pas du tout. On n'est même pas au début. Même quand on a cette belle vision des choses, et que finalement, on essaye de faire des efforts, on se rend compte qu'on n'est pas forcément arrivé à être heureux. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le rabbin? On se rend compte que ce qu'on espérait, il y a beaucoup d'espérance au début du mariage. Avant que tu te maries avec ta femme, ou avant que tu te maries avec ton mari, tu es prêt à lui conquérir le monde. Et le lendemain, il dit, mon chéri, je t'en prie, va m'aider à déplacer la voiture, j'arrive pas à sortir. Mais débrouille-toi! Tu as toujours dit qu'il fallait que tu ailles revoir David Benaïm, je t'ai dit que tu savais pas conduire, va le revoir! Je t'ai demandé de me déplacer la voiture. Avant, tu m'attendais 3 heures en bas de la maison pour pas déranger mes parents et de peur qu'ils te laissent pas rentrer. Et aujourd'hui, tu es pas prêt à me déplacer la voiture. C'est-à-dire que très souvent, on a beaucoup de déceptions après le mariage. On a beaucoup de déceptions parce que il ou elle n'est pas vraiment celle ou celui que j'espérais. Il arrive même des fois où on est plus prêt à faire pour ses collègues de travail que ce qu'on est prêt à faire pour notre conjoint ou notre conjointe. Alors que finalement, mon collègue de travail, il fait peut-être même pas 5% de ce que mon mari ou ma femme, il ou elle, fait pour moi. Pourquoi on en arrive là? Alors je veux dire, la première différence, elle est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois un collègue de travail, je le vois finalement qu'une journée. Je le vois que quelques instants. Je le vois que quelques semaines, que quelques mois. Et puis après, ben, c'est les vacances. On m'a même dit que dans certains travails, on travaille 6 mois, on est en vacances 6 mois. Ça joue pas en ma faveur, les professeurs apparemment. Bon, mais c'est pour vous dire qu'au travail, on vit beaucoup moins qu'avec ses collègues de travail. Mais je vous ai fait un compte qui va vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rassurer après. Alors avec son mari ou sa femme, en partant du principe qu'on s'est marié à 25 ou 26 ans, et que Bezrat Hashem dit Amen, on va vivre jusqu'à 120 ans ensemble. Amen.
on vit 34 675 jours ensemble, soit 832 200 heures ensemble. Qu'on se soit levé du pied droit ou du pied gauche, qu'on soit habillé ou en pyjama, que ton mari ou ta femme soit d'accord avec toi, que tu aies fait un effort, que tu fasses des efforts. Et que ces efforts, par exemple, je prends un exemple, tu amènes ton gamin au sport le dimanche, et là ta femme elle te dit, parce que tu as amené ton fils au sport, tu crois que maintenant tu vas te racheter? Ou alors tu as voulu faire plaisir à ton mari. Tu lui as préparé un vrai repas, tu as investi, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu dis ce soir je vais lui faire son plat préféré. Et là ton mari te dit, t'es sûr que tu as bien vu la recette de ta copine sur Insta? Tu veux pas qu'on commande autre chose? C'est-à-dire que même quand je fais des efforts pour mon mari ou pour ma femme, ces efforts ils ne sont pas considérés. Eh bien ces différences, elles vont faire résulter que plus d'une fois la considération de mon collègue de travail, ou ma collègue de travail, il est bien plus fort que ce que je considère mon mari ou ma femme. Ce manque de considération, le Rav Asher Ben Yechiel, le Roche, qui a vécu entre 1230 et 1327, il a dit « Darkam shel abriot, les ha'alim atovot ou les galot haraot ». Il y a un autre problème. À part ce problème de finalement le vivre ensemble qui nous pèse et qui finalement nous fait tomber les frontières dont on vient de parler, il y a aussi le problème qu'un homme, de façon générale, il regarde plus les défauts que les qualités, c'est comme ça. Et ne te dis pas que tu t'es marié avec un mari qui te fait que des critiques, ou une femme qui est toute la journée en train de te faire des reproches par SMS et par téléphone. Tous les hommes et toutes les femmes au monde, ils sont comme ça. Ils vont tous plus se concentrer sur les défauts que sur les qualités. C'est-à-dire qu'une personne, elle a des qualités, elle a des défauts. Mais l'humain, il va zoomer à 250% sur les défauts et il va faire abstraction des qualités. Et ça, d'où on le sait? Je vous dis la vérité, en médiation. En médiation, moi, quand à l'époque je le faisais, aujourd'hui je me suis essoufflé, je vous dis la vérité. Parce que malheureusement, on a tous des problèmes et on doit aider les gens à les gérer. Alors tu viens, tu fais une fiche de médiation. Tu dis, c'est quoi les problèmes? La personne, elle te dit 3 problèmes. Mais finalement, elle se rend compte que tout le reste, c'est des qualités. Je lui dis, alors il y a 3 problèmes dans votre vie, il y a 250 qualités à chacun de vous, et puis vous vous focalisez sur les problèmes. Comment on peut faire autant abstraction sur les qualités d'une personne et regarder finalement que ses défauts? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils te diront, ben parce que instinctivement, ça me dérange. Instinctivement, je ne peux pas vivre comme ça. Le Rav Simcha Cohen, il appelle ça le phénomène de la mouche. Ça vous est déjà arrivé de vous débarrasser, d'essayer de débarrasser d'une mouche? La mouche, elle se met toujours là où tu n'as pas envie. Tu fais un beau gâteau, elle est sur le beau gâteau. Tu fais un steak au barbecue, elle est là. Pourquoi tu vas pas ailleurs? Tu as 1000 mètres carrés de gazon, tu viens sur mon steak. Ça s'appelle le phénomène de la mouche. Ça veut dire qu'en fait, dans le couple, c'est exactement le même phénomène. Ou même dans la vie de tous les jours. Hein. Je te fais un cas concret, quoi. Tu montes à la montagne. On t'a promis un hôtel 4 étoiles. Bonjour monsieur, tu venais pour la chambre, 280. Tu rentres dans la chambre, d'un côté il y a une chaîne de montagnes. Tu respires dehors, tu as déjà l'oxygène qui te monte. Mais de l'autre côté, il y a la décharge des 280 chambres. Et tout le séjour, tu vas pas ouvrir la fenêtre du côté de la chaîne de montagnes. Et qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Et regarde-moi l'odeur, et regarde-moi les gens, et regarde-moi cette saleté. Mais de l'autre côté, t'as un cadre magnifique. Ouais, mais je peux même pas, j'ouvre. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tu vas me gâcher les vacances. Mais regarde de ce côté, c'est magnifique. Et puis, tu vas pas passer toute ta journée dans la chambre, tu vas sortir. Non, mais je peux pas. Pourquoi tu regardes plus à gauche qu'à droite? Parce que c'est ça. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est pas de regarder les belles choses de la vie, c'est de regarder où ça sent mauvais. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ce phénomène, il est aussi lié, et ça c'est le Rav Simcha Cohen qui dit cette chose extraordinaire. Pourquoi on a ce phénomène de zoomer sur les défauts? On dit parce qu'en fait on vient de Tselem Elohim. On y a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, on ne peut pas s'imaginer l'impact qu'elle a sur nous. L'image de Dieu, elle fait que quand on prie aujourd'hui, on ne s'imagine pas, hein, Olam Hatzilut, Olam Abriya, on construit des mondes. Quand on prie, on construit des mondes. À Kadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il a dit Vayomer, et il a dit, et à chaque fois le monde s'est créé. Nous, on est la même chose. À chaque fois qu'on prie, on crée quelque chose en haut. Comme je dis cet après-midi au Shiur,
on crée notre mazal par notre tfila. Toi, tu crois que tu viens remercier Hachem, mais en fait, tu es en train d'ouvrir les vannes de ton mazal. Et tu te dis, oh non, je n'ai pas le temps de prier. Tu es comme ce gars qui finalement envoie un billet de 200 euros, tu te sais quoi, 200 mètres, c'est trop, j'avance, prends pas le billet. C'est ça la tfila. La tfila, c'est débloquer ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, construire notre mazal. C'est ça la tfila. Il y a une autre qualité que Dieu nous a donnée en nous donnant Tselem Elohim, c'est la perfection. On est de suite, quand on a affaire à d'autres personnes, on cherche la perfection. C'est inconscient. Et il n'y a pas la perfection, mais elle a 50 qualités. Alors ok, elle ne te fait pas la cuisine comme tu veux, elle ne te parle pas comme tu veux, mais elle est la mère de tes enfants, elle se soucie pour toi, elle partage le travail avec toi, tout ce qu'elle fait, il y a que tu regardes que les défauts. Ouais, mais il est brouillon, il est nerveux, mais c'est ton mari. Tu partages ta vie avec lui. Non, mais il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Je ne peux pas le supporter par rapport à ça. Mais que ça. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui est positif. Non, ça me dérange. Vous savez, c'est comme une table à 4 pieds. Si tu enlèves un pied, elle tient encore. Mais tu vas bouger, tu vas bouger, tu vas bouger. Elle ne tient pas. Mais elle a 3 pieds. Non, elle ne tient plus du tout. Un pied, c'est déjà plus une table qui tient. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois été créé à l'image de Dieu. Et cette slimout, cette perfection, elle fait que je ne peux pas supporter le défaut chez les autres. Ça, c'est la première raison pour qu'on zoome sur les défauts. La deuxième raison, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Elle dit quelque chose, si ce n'était pas écrit, honnêtement, je ne l'aurais pas cru. La Gemara, elle dit, Bechol Adam, chaque homme, chaque humain, mitkane, il est jaloux de tout le monde. Une personne, que ce soit vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de ses enfants, vous l'entendez bien, vis-à-vis de ses frères et sœurs, il est jaloux. La seule personne où il arrive à ne pas être jaloux, c'est de ses enfants. Mais dans toutes les autres relations, que ce soit vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, il y a une jalousie. C'est comme ça, la Gemara dit, c'est comme ça. Il y a une, j'ai envie de dire plus que ça encore, une concurrence. Et cette concurrence, qui est inconsciente bien évidemment, où est-ce qu'on la voit? Auprès de Rava. Moi j'ai une question chez Rava. Tu as fait une bêtise. Tu as mangé le fruit interdit. Qu'est-ce que tu as besoin de le donner à ton mari? Garde-le pour toi, ce fruit interdit. C'est ce qu'il dit Rashi. Parce qu'elle ne voulait pas mourir et laisser son mari se marier avec quelqu'un d'autre. Donc elle lui a dit, autant lui en donner, en tchèque, d'accord? Parce qu'on dit qu'elle a donné en boisson, pas en fruits. Et au moins, chez l'otamut, hi, ve'yiryehu, ve'issa acheret. Au moins qu'il ne soit pas avec une autre. Qu'on soit les mêmes. Moi j'ai fauté, il fautera aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où la jalousie, elle est constructive. On dit d'ailleurs que si un homme n'était pas jaloux, il n'aurait jamais une situation financière. Si un homme n'était pas jaloux, il n'aurait pas pu étudier. Kinat Sofrim, Tarbe Rochma. Mais dans la majorité des cas, cette jalousie est destructive. Je ne suis pas jaloux de mon mari ou de ma femme. C'est inconscient. Inconsciemment, l'humain, à cause de cette jalousie, il va zoomer à 250% sur les défauts. Si tu me dis que je suis feignant, je te dirai que tu es désordonné. Si tu dis que je suis nerveux, je te dirai que tu penses à faire la fête tout le temps. Mais jamais je te laisserai le bénéfice de croire que tu es la femme ou l'homme parfait. On est tous les deux avec des problèmes. C'est ça. C'est une jalousie inconsciente. Et il y a une autre preuve. Bon, elle est un peu triste cette preuve, hein. Vous m'excusez d'avance. Hein. Regardez, quand il y a un décès, vous n'avez jamais demandé la question comment tout d'un coup le défunt c'est devenu le tzaddik du monde. Et qu'est-ce qu'il était gentil. Et qu'est-ce qu'on l'aimait. Et qu'est-ce que c'était un homme affable. Et on va, et même quand une dame décède, c'était la sainte. Et elle pensait tout le temps à tout le monde. Et elle était gentille. Pourquoi? Bonsoir, bonjour, comment on dit, bon sang, bonsoir. Pourquoi tu attends qu'il meure pour dire que finalement, il était bien? Tu ne pouvais pas lui dire tous ces compliments avant qu'il meure. Il faut qu'il meure pour que tu entendes ses compliments. Voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, d'accord, jusqu'à maintenant, c'était mon pire cauchemar, c'était finalement mon concurrent, ma concurrence, mais pas qu'au niveau du mari et de la femme, au niveau humain. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire que des bonnes choses. D'accord? Et il y a une blague sordide qui dit que pourquoi est-ce qu'une personne, elle se laisse enterrer, c'est parce qu'à ce moment-là, personne
personne ne peut l'arrêter, elle se laisse faire. Mais si finalement elle aurait pu, même à ce moment-là, elle aurait voulu encore entrer en concurrence. Ça, c'est la concurrence chez les humains. Et une fois, il y en a un, il est arrivé devant une tombe, il a dit, David, on dit toujours que les meilleures personnes, elles partent les premières, mais le problème, c'est que t'es mort. Voilà. Ça, malheureusement, c'est la concurrence. Et en fait, je veux dire la vérité, c'est loin d'être une blague. Moi, je pense que ce soir, d'ailleurs, on a quelqu'un qui les représente ce soir, on devrait tous applaudir la police nationale, mon cher Dan, ici présent. La Gemara, elle dit que si la police n'existait pas, on se serait avalé les uns... Merci Dan, merci à tes collègues. On se serait avalé... On se serait... La Gemara, elle dit, Rabbi Hananias Gana Kohanim Aya Omer, Eve mitpalel bishloma shel malchut. Il faut prier pour la paix dans le royaume. Chez Ilmale Moraa, s'il n'y avait pas la répression des forces de police, Ishetreu Chaim Balaou, les gens ils se seraient avalés les uns les autres. Donc on voit en fait cet esprit de concurrence. On voit cet esprit de concurrence, mais permanent. Et donc finalement, c'est-à-dire que si Hachem et Rachem, ce qui aurait pu se passer, on n'aurait peut-être pas attendu les spédimes ni les enterrements. On se serait avalés entre les uns les autres. Car c'est une mauvaise nature humaine qui est chez nous. Une autre preuve que finalement, on oublie en fait combien est-ce qu'on est attaché à la personne avec laquelle on vit. Je vais vous faire un schéma. Et ton mari devait rentrer à 20 h. Ça fait 20 minutes qu'il ne répond plus au téléphone. Une demi-heure. 40 minutes. Et puis, tu es dans la voiture et tu entends sur la A50 un grand carambolage vient d'arriver suite à un accident mortel. Et là, tu commences à transpirer. Le pauvre, il va pas voir la mitzvah de mon chéri. C'était mon mari idéal. Jamais j'aurais dû jamais. Et tu commences à te morfondre. Tu arrives chez toi en pleurs. Tu t'imagines déjà la police qui est en train de t'appeler pour te l'annoncer. Et à ce moment-là, il toque à la porte. Il dit, chéri, je suis désolé, j'avais plus de batterie. Et là, tu lui dis, ah mais t'es pas mort? Dommage! Dommage! Je comprends pas. Il y a une seconde, tu étais en train de te dire, mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Et une minute après qu'il est arrivé, c'est déjà reparti. Il dit, Laura, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, cette concurrence et cette, comme on l'a dit tout à l'heure, cette jalousie, elle est inévitable. Ne croyez pas que vous êtes marié avec la mauvaise personne. Ça se passe comme ça tous les jours chez McDonald's. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors vous allez dire, monsieur le rabbin, ça fait près d'une demi-heure que vous ne parlez que de problèmes. Il n'y a pas des solutions, si, il y en a. Je vous rassure, je vais vous citer ici ce que le Rav dit. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est ce que la première solution à cette mauvaise vision, elle est dans le monde de la morale. Vous savez, le Rav Wolbe et mon ami Prosper, il sait de quoi je parle, mes fidèles, ils savent que je suis très très fervent du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, il dit, si un homme il veut changer, il faut qu'il déjà il apprenne à se connaître. Au fond de nous, il y a une force de rébellion. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous voulez devenir Rabbi Jacob, vous n'allez pas finir chez Rabbi Jacob, vous allez finir de l'autre côté. Hein? On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Wolbe, depuis Adam Arishon, on va encore reparler de Chava. Depuis Adam Arishon, le serpent qui était celui de Serara, il vient voir Chava, il dit bonjour Chava, bonjour. Il lui a dit quoi Dieu? Ben, Dieu il nous a dit ne mange pas du fruit interdit. Et là elle a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Dieu nous a dit de ne pas y toucher. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a poussé contre le fruit interdit, et il a dit, tu vois, tu n'es pas morte. Il dit, le Rav Wolbe, elle s'est attirée les problèmes elle-même. Ce que Dieu lui avait dit, c'était simplement de ne pas en manger. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit, mais il ne faut pas y toucher. À chaque fois que dans ta vie, dit le Rav Wolbe, tu vas vouloir faire des changements radicaux, et là je ne vous parle plus dans le cadre de la médiation familiale, dans la vie de tous les jours, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie familiale, à chaque fois que vous voudrez faire un changement radical, vous prendrez un mur. Ouais, je vous le dis. Et donc il dit le Rav Wolbe, qu'est-ce qui va... Pourquoi on va prendre un mur? Parce que la rébellion,
le Yetzer Hara, il va se réveiller. Et ça, c'est de partout pareil. Tu veux changer ta société, tu veux la développer, ne la fais pas développer du simple au double, parce qu'elle va te cracher. Fais des petites actions. Le Rav, il appelle ça Ma'asim Ktanim, des petits changements. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, celui qui t'entraîne à faire n'importe quoi et à être le plus paresseux au monde, c'est un radar. Bzzz. Pour pas qu'il t'attrape, vous savez, c'est comme les avions pendant la guerre de Yom Kippour, ils ont volé en dessous des radars. Comme les impôts aussi. Voilà, pour chacun sa référence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont volé en dessous les radars, ils se sont fait attraper. Il dit le Rav Wolbe, si tu veux pas te faire attraper, fais des petites actions. Par exemple, on va dire à quelqu'un qui est trop têtu de se relâcher ses exigences 2 fois par jour. Quelqu'un qui finalement est très égoïste, on va lui dire 2 fois par jour, tu ne vas pas être égoïste. Parce que si tu penses ne plus être égoïste du jour au lendemain, tu prendras un mur. C'est pas possible de changer inéluctablement du jour au lendemain, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu fais? Si par exemple quelqu'un est trop nerveux, il y a des gens dans le couple, quand ils parlent, tu peux m'amener les serviettes? Et si tu l'avais chanté, pourrais-tu? Ah, c'est pas pareil. Il y a des gens en fait, vous savez pourquoi ils utilisent les nerfs pour communiquer dans le couple? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de se faire entendre de façon normale. Donc ils pensent qu'en hurlant, l'autre il va être réceptif en face. Alors c'est exactement l'inverse. Tu lui mets un mur devant. Plus tu hurles et plus tu es nerveux, et plus tu lui mets un mur. Moins tu hurles et moins tu es nerveux, moins tu peux être certain que la personne en face, elle va venir vers toi. C'est comme ça. C'est psychologiquement parlant, c'est comme... Maintenant, le mec qui est nerveux, tu ne veux pas le faire changer du jour au lendemain. Tu vas lui dire 2 fois par jour, vers Wolbe qui parle de ça, Ma'asim Ktanim. 2 fois. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Rav Simcha Cohen, c'est un élève du Rav Wolbe. Hein, Prosper, c'est un élève du Rav Wolbe, donc ça se rejoint. Alors, quelqu'un a posé une question? C'est où la référence? La référence de quoi? Que quoi? C'est quand la femme est trop nerveuse, c'est où? Non, pas la femme. Le conjoint en général. Conjoint ou conjointe. Pour tout le monde, Rabotaï. Dans la relation humaine, on ne peut pas supporter d'écouter quelqu'un qui parle nerveusement. Dans la tête, ça boue après. On n'est pas capable. Il y a un deuxième champ de changement, et après je vous développerai les deux. Le deuxième plan de changement dans la vision des choses, c'est ce que dit la Gemara. Si le Yetzer Hara t'a attrapé, va à la synagogue. C'est quoi cette histoire-là? Le Yetzer Hara qui m'a attrapé chez moi sur le trottoir et qui m'a fait faire des bêtises, il me fera faire des bêtises à la synagogue. Non, pas du tout. C'est pas va à la synagogue, simplement va à la synagogue. Va voir à la synagogue ce que la Torah dit sur ton défaut. Impaga becha menuvalze, moshreu la bête à midrash. Et le Ramchal, à Moshe Chaim Luzzatto, il dit que Imaïta ayedia rechava veomedet alev bene adam. Si les gens ils étaient un petit peu plus informés du judaïsme, d'ailleurs, c'est pourquoi une fois je lui ai dit, mais Rav, comment autant, à l'époque c'était le plus grand médiateur familial dans le milieu religieux et non religieux. Je lui ai dit, Rav, mais comment vous y êtes arrivé? Moi je croyais qu'il allait me dire 15 ans, 20 ans d'études. Il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai lu des livres. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, quand on veut se parfaire dans un domaine, si j'ai des connaissances, ces connaissances, elles vont m'aider. Le fait qu'on se fait attraper très souvent dans la vie, c'est pour ça que les Rachamim, ils sont tellement accros au moussard, à la morale. Parce que la morale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que mes connaissances, elles vont me faire changer. Mais quelqu'un qui n'a pas de connaissances, mais il ne change pas. Ça, c'est le deuxième plan. Eh bien, ces deux phases, très chers amis, elles peuvent nous aider dans notre relation au jour le jour, dans notre couple et de façon générale. Alors, choisir 2 moments, ne vous fatiguez pas. Je les ai déjà pour vous, les 2 moments où vous allez essayer de vous améliorer dans votre couple et être un petit peu plus attentionné et avoir une vision différente. Il y a 2 moments les plus dangereux au monde. Quand on fait de la médiation familiale, on les apprend à nos ratanim. Hein? Je t'interroge pas, Jérémy, je sais que tu vas me répondre. Nathan, le moment le plus dangereux, c'est lequel? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le soir, quand on revient du boulot à 18h30 et que tu as la tête au carré et que tu n'as qu'une seule envie de mettre tes pieds en éventail devant la télé et être tranquille. C'est là où ça pète le plus. C'est là, hein? C'est ça, hein?
C'est là où ça envoie le plus. Tu vas choisir ce moment pour te dire, moi on m'a dit qu'en Israël, certains rabbinim, devant leur porte, ils avaient mis, David, tu te rappelles de ces bâtiments-là? Ils avaient mis une glace. Pourquoi une glace, je crois? Parce qu'ils voulaient avoir la tête qu'ils avaient quand ils rentraient chez eux le soir. On dirait des zombies. Alors ils se regardent à la glace et ils se disent, regarde la tête que tu vas offrir à ta femme quand tu vas rentrer. Ou il dit à la femme, regarde la tête que tu vas offrir à ton mari après une journée de travail. Ça te plaît ou pas? Non, ça ne plaît pas. Alors change. Donc ce moment finalement de rentrer le soir, c'est le moment le plus dangereux. C'est le moment où je dis toujours à mes khatanim, le portable, vous le mettez de côté. La première demi-heure, c'est pas... À l'époque, on avait même voulu commercialiser avec un copain. Bon, ça s'est pas fait, mais franchement, je vous dis, c'est, à mon avis, dans l'époque dans laquelle on vit maintenant, je relance le sujet, une boîte à code. Elle existe, cette boîte, hein. Tu mets ton portable dedans, tu fais un code, bien sûr que tu connais pas, c'est ton conjoint qui le fait, et pendant 1 heure, la boîte, elle est fermée. Et là, tu es là, ouvre-moi cette porte, ouvre-moi cette boîte. Non, elle s'ouvre pas. Pendant 1 heure, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Mais tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, enchantés. Ça c'est mieux, c'est tes enfants, enchantés. Ça c'est ta femme, enchanté. Tu te redécouvres le monde. Le premier moment où on doit essayer d'améliorer notre vision des choses, c'est ce moment où on rentre le soir. Après une journée où on ne s'est pas vu, maintenant on va se revoir. On va réapprendre à se connaître. Voilà. Ça, et le deuxième moment, c'est le Shabbat. Imaginez-vous que toute la journée, on vit à 200 à l'heure. Du dimanche au vendredi. Le Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Je vais dormir, je suis fatigué. Mais alors tu vois quand ta famille? Quand est-ce que tu réapprends à connaître les gens avec lesquels tu vis? En semaine, tu n'as pas le temps. Le dimanche, tu as sport. Le soir, tu as salle de sport aussi. Après, tu as le boulot. Après, tu as l'apéro avec les copains. Et puis après, tu as ça. Et puis après... Et on vit quand ensemble alors? Comme je vous disais là, finalement, on est des locataires. On partage les frais, on scolarise nos enfants, on leur fait une table de devoirs le soir, on a une cafétéria à la maison, puis voilà, on vit comme ça ensemble. Mais c'est quand que vous apprenez à vous connaître? Parce que vous êtes mariés depuis 15 ans, mais il y a peut-être au total, en comptant les premiers amours, 10 mois de vraie connaissance, quoi, sur les 15 dernières années. Voilà. Et ça, en bataille, on est obligé de mettre ces moments. Si on n'a pas des moments finalement de retrouvailles comme le Shabbat par exemple, le Shabbat, moi mon rêve il disait, je vais reprendre ces mots, alors malheureusement j'ai plus le nom du rêve mais ça m'avait marqué, il disait celui qui va dormir le vendredi soir très tôt, il fait une avéra, il fait un interdit vis-à-vis de sa famille. Parce que c'est le seul moment où tu peux parler avec tes enfants. Regarde-toi en semaine comment tu es. J'ai pas le temps mon chéri, j'ai pas le temps, écoute je suis pressé, j'ai pas le temps. Et le Shabbat, quand c'est le moment où tu es censé avoir le temps, tu te coinces, puis après comme tu es bien lourd, tu te mets sur le canapé, et du canapé ta femme te dit chérie, réveille-toi, va dans ton lit, et puis voilà le spectacle que tu as offert à tes enfants, et puis ils grandissent, et puis finalement, tu les as pas vus grandir. D'accord? Et on a dit tout à l'heure aussi, on a parlé de se documenter. Moi j'ai toujours été impressionné, moi j'ai toujours dit pourquoi les chirurgiens, bon les docteurs en général, les avocats, ceux qui ont, même les gens qui font des études en général, ils font 15, 16, 17 ans d'études. Et pour se marier, moi quand je me suis marié, j'ai cherché pourtant dans les affaires de la mairie, dans les dossiers de la Durabina, il n'y avait pas de mode d'emploi. Je ne savais pas comment ça marchait. Pourquoi est-ce que quand on vit finalement la période la plus décisive de notre vie, il n'y a pas de mode d'emploi? Comment tu vas faire pour vivre avec ta femme? On verra bien. Alors d'abord, ce qui va s'installer, j'espère qu'il est bon, hein, c'est le schéma de tes parents. Et pour peu qu'il soit mauvais, tu vas refaire les mêmes erreurs que tes parents. Et ton couple, il va les chavirer. Parce que tu t'es jamais demandé comment une femme, ça réagissait, et comment un homme, ça réagissait. Et si finalement, tu t'es pas documenté, comment, pour des études, tu arrives à concevoir... Même les parents, c'est des malades, en fait, aussi. Ils donnent leur fille à un mec qui ne sait pas comment ça marche une femme. Ou vice-versa. Les parents du mari, ils marient leur fils avec une fille qui ne sait même pas ce que c'est un couple. Et ils n'ont pas peur. Il est de, allez, mariez-vous, que tout... Oh, ils prévoient le traiteur, ils prévoient l'orchestre, ils prévoient... Moi, je dis, tout ça, c'est des bêtises.
La vraie vie, c'est quand 2 mois plus tard, un soir d'hiver, avec tes grosses chaussettes, ta femme, elle te dit, toi, t'es épuisé, hein, tu viens de passer une journée, elle a aussi la tête au carré, et tu dis, chérie, tu veux pas qu'on aille un peu se décontracter, qu'on sorte un peu ensemble? Je suis crevé, je suis fatigué. Mais alors, vous construisez quand ensemble? Quand? Le Shabbat, t'es fatigué. La semaine, tu n'as pas la force parce que vous sortez les deux du travail. Mais vous construisez quand ensemble? Et surtout, les enfants, ils vous voient quand heureux ensemble? À part parler des dettes et de la crise et du Covid, vous construisez quand ensemble? Ouais, mais c'est bon, hein, on est plus jeunes mariés. Hein. Donc au début, tu ne savais pas comment faire. Après, tu dis que c'est trop tard. Mais tu vis quand alors? Voilà. Et ça, on le voit, même les gens chevronnés. Hein. Bon, on est un Dayan. Qu'est-ce qu'il vous dit le Dayan? Je vous reçois que le matin. L'après-midi, qu'est-ce qu'il fait? Il révise. Il révise en permanence. Ça veut dire que même si vous pensez avoir des notions de couple, moi le premier, si je ne fais pas Khazara de ce que j'ai appris, c'est pour ça que je suis venu assister au cours aujourd'hui, j'écoute avec vous. Si je ne fais pas Khazara de tout ça, mais ma femme elle va me dire, mais attends, tu fais un cours, mais toi-même le premier, tu n'es pas capable de... Elle a raison. Ça veut dire qu'à un moment donné, si nous-mêmes, même ce qu'on connaît, on ne le révise pas, on a été formé par Jonathan, je crois, il nous a pris la tête pendant 15 heures de cours, tous les soirs, par Zoom et machin, et que je te répète, mais ça s'oublie. Si on n'entretient pas, donc finalement la deuxième partie qui a été dit ici, de la morale, elle est extraordinaire. Parce que si finalement je me documente, comme le Rav le faisait, et comme nous on va entretenir notre couple, on se remettra très rapidement sur les rails. Et on n'aura pas laissé des gens malheureux sur le côté. Des gens qui, après 7-8 mois de mariage, ils sont déjà devant le Dayan en disant « ça ne va plus ». Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est tellement rapide. Dans un monde où il suffit d'appuyer sur la croix pour que la vidéo disparaisse. Je vais appuyer sur la croix pour que mon couple disparaisse. C'est inconscient. Moi, à l'époque, mes grands-parents, ils se disputaient, puis ils entendaient gueuler dans la chambre pendant 2-3 minutes, ils revenaient à la cuisine, ils étaient remis ensemble. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se jette. Dans le monde du virtuel et du jetable. Et donc, si on n'a pas des valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, si on n'a pas finalement une idée pour se remettre toujours en selle et raviver la flamme, elle se ravivera jamais. D'ailleurs, sous la roupa, on s'inquiète de ça. Vous savez d'où je sais qu'on s'inquiète? On dit Gila, Rina, Adita, Veretva, Ava, Shalom, Vereut. Pourquoi autant de langage de joie? Parce que c'est ça qu'on bénit les mariés. Au début, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout joli. On joue les Don Juan, le Prince Charmant, Roméo et Juliette, et on est sur un nuage rose. Mais après, le retour, il est tellement violent. C'est ça le mariage. Ouais, c'est ça. Mais tu peux le changer, cette vision-là. Tu peux faire que finalement tout sera agréable si tu t'investis. C'est comme dans une société. Si tu t'investis pas dans la société, tu peux être certain qu'à un moment donné, la société, elle va se cracher, mais d'une façon méchante. Pourquoi tu crois que dans le couple, c'est différent? Pourquoi tu crois que dans le couple, tout peut y aller tout seul? Hachem Yazor. Hachem Yazor, Bedin, pas dans ton couple. S'il n'y a pas d'investissement, Hachem Yazor, Bedin, pas dans ta maison. Voilà. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le Ramchal nous dit, apprends à juger quelqu'un du bon côté. Et quand tu vas apprendre à juger quelqu'un du bon côté, tu limiteras la séparation entre toi, entre ta famille, entre tes amis, parce que tu as su les juger du bon côté et tu as su apprendre à avoir une vision positive. Ça s'appelle le Kav Zerut, pas le Kasrout, le Kav Zerut. C'est quoi le Kav Zerut? Je vais vous donner une parabole. Il y a une fois un roi, il a eu ce qu'on appelle un punch, c'est-à-dire que tout le monde s'est rebellé contre lui et on le cherchait pour le tuer. Et donc la majorité du royaume était contre lui. Et il le cherchait et lui il courait. Il courait. Il y avait des gens derrière lui qui couraient. Et à un moment, il rentre dans une maison, c'était une maison de juifs. Et il dit, Majesté, vous faites quoi ici? Il dit, sauve-moi, je t'en prie, sauve-moi. Ma mort est proche. Il dit, oui, rentrez sous le lit. Les gars, quelques minutes plus tard, ils rentrent. Où est le roi? Où est le roi? On veut l'assassiner, on veut l'assassiner. Et moi, la vérité, la seule personne que j'ai vu passer, c'est quelqu'un, mais il a continué. Et donc il a sauvé la vie du roi. Plus tard, le roi, il est arrivé à rétablir le royaume, il a pris ce juif, il a dit, maintenant je veux te couvrir d'or. Ce que tu veux, je te donne. Et là, le Khmar, au lieu de lui dire une petite villa, un petit truc sympa, il a dit, Majesté, j'ai une question à vous poser.
quand je vous ai mis sous le lit, en dessous le lit, qu'est-ce que vous avez ressenti? Le roi, il est passé du blanc au rouge. Il dit, c'est ça que tu me demandes? Qu'est-ce que j'ai ressenti sous ton lit? Chutzpah, effronterie, qu'on le pende. Quoi qu'on me pende? Je viens de vous sauver la vie. Vous me pendez? Qu'on le pende! Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la potence, sur l'estrade, et ils ont dit, Bechavod, c'est le roi qui va pousser le petit tabouret. Le roi, il vient devant l'autre, il dit, tout tremblotant, le juif, comme ça, il dit, mais pourquoi vous me faites ça? Je vous ai sauvé la vie. Il le regarde dans les yeux. Il dit, avant de pousser le tabouret, maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu m'as demandé de sentir comment je me sentais en dessous le lit, quand ils étaient en train de me chercher. Je me sentais comme toi, avec la corde au cou que tu as maintenant. J'ai fait ta demande. Il a dit, le Rav Simcha Cohen, dans la vie, on reproche beaucoup de choses à nos maris et à nos femmes. Mais est-ce qu'on s'est une seule fois demandé qu'est-ce qu'ils ressentaient? Quel était leur sentiment intérieur? Combien de fois, honnêtement, et avec vous, je suis dans cette réflexion, combien de fois on s'est mis à la place de nos femmes ou de nos maris avant de les juger? Zéro. Parce qu'il dit le Rav Simcha Cohen, si on était capable finalement de provoquer la sensation qu'a provoqué ce roi à son sujet, hein, dans le sens du terme, on ne ferait pas de réflexion. On réfléchirait 10 fois. C'est vrai que les gens, les rachamim, ils ont dit avant de faire une réflexion, combien de fois tu tournes ta langue? 7 fois. C'est quoi tourner sa langue 7 fois? C'est quoi? C'est une danse? Non. C'est le temps que ça te prend pour te mettre à la place de la personne que tu es en train de juger. Et l'idée n'est pas d'oublier, parce que des fois tu me dis, mais moi je veux bien me mettre à la place de mon mari ou de ma femme, et tu sais ce qu'elle m'a fait, Baba? Monsieur le rabbin, vous savez, là dans votre tête, c'est en train de cogiter. Il dit, mais il ne sait pas de quoi il parle. Tu voudrais que je mette de côté tout ce qu'il m'a fait dans ma vie, ou ce qu'elle m'a fait dans ma vie? Je t'ai pas demandé d'oublier. Je t'ai simplement demandé de diriger ta vision et de ne pas faire la mouche dont on a parlé tout à l'heure. D'arrêter de se concentrer finalement sur les choses qui sont négatives. De réfléchir un petit peu plus au côté positif de cette personne et surtout, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Et tu te rends compte que des fois, tu n'as pas la patience. Qui a la patience de s'asseoir honnêtement sur un canapé et de dire maintenant je vais discuter avec toi, comme tu le fais avec tes copains d'ailleurs. Quand tu es tes copains, tu dis bah, ne bouge pas, je prends ma voiture, on va boire un café. Combien de fois tu as dit ça à ton mari ou à ta femme? Ne bouge pas, laisse tout tomber, on sort ensemble ce soir. Combien? Avec des amis, tu es capable de le faire. Mais avec ton mari ou ta femme, pas assez souvent. Et ça, on peut le voir. Combien est-ce que ce Kav Zérou dont je vous parle, de se mettre à la place des autres, il n'existe pas. Je vais vous faire un cas de figure. Vous invitez des amis à la maison, ok? Il est 19h30. À 19h57, ils vont bientôt arriver, surtout si c'est des Marseillais, ils vont sonner dans pas longtemps. Et il y a ton fils, il veut aider à mettre la table, il prend les 10 verres de cristal, et il commence comme ça, comme ça, comme ça. Et avant d'arriver sur la table, bam! Et là, c'est le concert des mots doux. Et qu'est-ce que t'as fait? Déjà, première erreur, qu'est-ce que t'as fait? Tu dramatises la situation, c'est quoi? C'est des verres. Tu retournes à Jiffy, tu achètes les mêmes à 5 €. Qu'est-ce que t'as fait? Tu es toujours aussi maladroit que ton père. Encore 2 erreurs, toujours, donc tu le bousilles le petit, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais changer, toujours, et en plus de ça, tu stigmatises son père. Et on ne peut jamais te faire confiance, erreur énorme. Dire à un enfant, on ne peut jamais te faire confiance, ah Botaï, je pèse mes mots, vous le tuez. Je vais dire, vous le tuez. Si tu dis à un enfant, on ne peut jamais te faire confiance, tu tues son avenir. Et de toute façon, tu m'as gâché ma soirée. Dis-moi, tu es pas un peu en train d'exagérer, toi? Et je vais vous montrer qu'on exagère. On reprend la même histoire maintenant, mais maintenant celui qui va faire tomber les verres, c'est vous. Donc il est 19h30, ils sont censés arriver à 19h30, il est 19h57, si c'est des Marseillais, ils vont arriver maintenant. Tu prends le plateau de verre, et là tu t'es pas rendu compte que la petite, elle a fait une flaque de lait par terre, et tu te ramasses. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te traites de maladroit? Est-ce que tu dis que tu peux jamais te faire confiance? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu ressembles à ton père ou à ta mère? Tu dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est pas grave, on va vite tout enlever. C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave, on vite. Ne vous accapara. Pourquoi le discours violent et le concert de mots doux que tu avais eu il y a quelques instants avec tes enfants, tu l'as pas avec toi?
Donc en fait, on est capable de changer de mode, en fait. On est capable de prendre le curseur et de le mettre en fonction d'où on veut qu'il aille. Quand on veut être extrêmement désagréable et quand on veut être extrêmement compréhensif. Ça, le curseur, il faut savoir le bouger. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que finalement, cette vision, elle a complètement changé. Et c'est ça qu'on te dit, Bim Komo, mets-toi à sa place. Je viens de vous faire la démonstration. Comment on réagit quand c'est nos enfants, finalement, qui ont fait une catastrophe, et comment on réagit quand nous-mêmes, on est dans le problème. Un problème de vision. Et regardez, on se doit de développer ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, je vais me dire, c'est comme très très belle initiative des dames, parce que je sais que c'est très très courant chez les dames, ils font des heures de Lachon Hara. Pas ils vont dire du Lachon Hara. Ils vont faire attention de ne pas en dire. Enfin, de 9h, vous allez vous dire maintenant, de 9h à 10h, je vais juger du bon côté. Advienne que pour moi, maintenant, tu mets l'iPhone, ils sont bien pour ça. Moi, j'ai mon portable, j'ai 25 rappels. Donc parmi tes 25 rappels, tu vas mettre rappel, mon heure, mon challenge de Cap Route. Et pas dans cette heure-là, advienne que pourra, même si tu les vois monter sur les lustres et faire d'argent, tu juges du bon côté. Mon fils ici, il fait ça. Mais ça, je lui dis, c'est la vraie vérité. Un enfant qui s'ennuie, c'est pas le problème des parents, des enfants. C'est le père qui ne sait pas les gérer. Ouais, mais la tablette, elle a plus de batterie. Tu fais Zohmar, tu crois que c'est la tablette. Tu crois que la tablette, c'est la nounou. Tu sais même pas ce que tu lui mets entre les mains. Elle est cachère, cette tablette. Ouais, tu es trop religieux pour nous, hein. Il y a 2 jours, il y a une enfant, je vous le dis, hein, je suis pas de tabou, qui a été prostituée à cause d'une tablette. Ça vous va? Donc quand je dis qu'une tablette, elle doit être sécurisée, c'est qu'elle doit être sécurisée. J'ai pas dit jusqu'à 22 ans. À 22 ans, il a grandi, ton fils, ça y est, laisse-le tranquille. Mais dans les petits moments, si la tablette, elle est devenue la babysitter, c'est grave. Eh bien, si un enfant, il s'ennuie, t'as donné les caves zéro, c'est ton problème à toi. Madame Cohn, chez Badel et Tobi, elle me disait toujours, ah, Chopron, s'il y a la foire dans la classe, c'est vous le problème, c'est pas les élèves. Et c'est vrai, ça. C'est vrai. Si ta classe, elle est agitée, c'est que ton attention, moi, je vous promets, avec ma petite expérience de 12 ans d'enseignement, si ma classe, elle est agitée, c'est que je suis pas concentré. Je le sais, quand je suis pas concentré, les gosses, ils commencent à sauter comme des ressorts. Bim, bim, bim. Pourquoi? Parce que je suis pas concentré. Si mon cours, il est de qualité, les enfants, tu as l'impression qu'après le cours, ils ressortent d'une séance de cinéma. Rav, on veut encore des histoires. Bon, alors on paye sur toute la journée, je vais me faire virer de Benazar sinon. Mais on les intéresse. Ouais, mais je leur apprends la halakha. Il y a une manière d'apprendre la halakha. Comment je vais leur passer le message? Ben, dans l'éducation, c'est la même chose. Tes enfants, s'ils sont excités, ennuyés, ils font des bêtises, demande-toi combien de fois tu t'es occupé d'eux et tu leur as fait vraiment quelque chose de constructif. Pas une tablette ou un portable. Quelque chose où ils vont se rappeler plus tard dans leur vie, leur meilleur souvenir, ce sera les sorties qu'ils ont fait avec toi. Les randonnées. Ah bon, les randonnées? Mais c'est ringard ça, les randonnées, non? C'est l'oxygène de ta vie. Ces moments où le dimanche, tu allais shooter dans un ballon. Ah, ça existe encore, ça? C'est pas le tennis en salle ou le foot en salle? Non, non. C'est ces moments où on va se retrouver ensemble, sans moniteur de sport, toi, ta femme et tes enfants. En privilège. David, ça va te faire rigoler, ça. Vous savez qu'il y a l'auto-école des Benaïm et il y a l'auto-école des compliments. Vous avez déjà été en auto-école de compliments ou pas? Je ne veux pas l'ouvrir, David. Alors, je vais vous expliquer. C'est la 4e solution de ce soir. Le Rav Zilberstein, il a fait un truc révolutionnaire, David. Tu connais Rav Zilberstein? Rav de Shkunat Ramat El Hanan. Bon. Il a dit, il faut installer à la maison une auto-école. C'est un bon truc à faire business. Auto-école de compliments. Mais on ne va pas le faire dehors. On va le faire à la maison. Je vous ai dit, il y a 2 moments cruciaux. C'est lesquels? On a dit le soir et Shabbat. Bon, le soir, on va dire qu'on n'a pas le temps. Shabbat. On est à 7 autour de la table. D'accord? On va commencer par papa, par exemple. Papa. Toi, David, qu'est-ce que tu peux dire de bien sur papa? Dis-moi un truc bien que tu as eu chez papa cette semaine. Ouais, papa, ouais, il s'énerve beaucoup. Non, un truc bien. Okay. Allez, à toi. Sarah, qu'est-ce que tu as eu? Ouais, papa, il crie tout le temps au téléphone. Un truc bien, on a dit. Après, maman, qu'est-ce que tu veux dire sur papa? Sur papa, laisse-moi tranquille sur papa. Et petit à petit, ça va être l'auto-école des Edilera Zilberstein, on doit s'habituer à faire ça. Alors au début, qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se marre? On n'a même pas la force, c'est dire à Simra Cohen. Ça sort pas. Sors-le, ce compliment. Sarah, sors ce compliment sur Damien.
T'as vu la vie qui me met? On va apprendre ce soir. Ce soir, on va apprendre à faire des compliments. Ça s'appelle l'auto-école des compliments. Il dit le Rav Simran Cohen, ce jeu formidable, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il va nous apprendre à voir justement. C'est dans le jeu en plus. Il n'y a rien qui t'engage. Parce que des fois, qu'est-ce qui fait ton mari? T'as vu ce que t'as dit? Attends, je t'enregistre. Retiens ce que t'as dit, hein? Retiens. Je suis un bon mari, retiens-le, retiens-le. Donc tu te sens toujours, tu sais, coincé un peu comme ça. Là, il n'y a personne, c'est un jeu. C'est un jeu. Juste pour le jeu, dis-moi ce que tu penses de bien. Ah ben ouais, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un de bien. Bon, vas-y doucement quand même. Hein. Allez, à toi après. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé la possibilité de pouvoir parler positivement. Et on a l'impression que c'est inconscient, que ça va rien faire. Le fait de bouger les lèvres positivement, ça change la personne. Il y a une personne, une géante, j'appelle ça une géante, qui nous a quittés il y a de nombreuses années, mais c'était une géante au niveau du Kirouv. On l'appelait la rabbinite John Grace. Et elle a raconté un truc qui a un rapport avec ce jeu formidable que je vous ai dit de mettre en place. Elle a dit une fois, il y a encore une histoire de roi et de sujet là. Il y a un sujet, il était tombé éperdument amoureux de la fille du roi. Seulement le gars, gangster de première. Même dans les quartiers nord, il ne le laisse pas rentrer tellement ils ont peur de lui. Mais maintenant, il est tombé amoureux de la fille du roi. Comment il fait? Il est parti au musée Grévin à Paris. Il a dit, les gars, là, c'est qui là qui s'occupe du musée Grévin là? C'est qui s'occupe? C'est lui là, au fond. Hein. Écoute-moi bien, il a mis le flingue sur la tempe, il a dit, tu vas me faire un visage d'un monarque respecté dans le royaume. Et vite, vite. Bon, il a fait un visage, musée Grévin, ils ont fait un visage vraiment. Et tous les jours, il rentrait dans le royaume et il commençait à faire des trucs qu'il n'avait jamais fait. Il disait bonjour. Il était propre avec ses habits. Il faisait la courbe, il faisait tous les... Comme il y a en Angleterre, quoi. Tout le protocole, quoi. Et au fil du temps, Dr Gage, au fil du temps, il a commencé à changer. Mais changer d'une façon que même lui, dans sa tête, il dit, mais dans quoi tu t'es embarqué? Maintenant, évidemment, la réussite... comme je l'ai dit tout à l'heure, elle rend toujours jaloux. Les gars, ils ont commencé à comprendre que le mec, c'était un gangster et qu'il mettait un... Non, il était tellement jaloux, qu'est-ce qu'il a fait un jour devant tout le monde? Quand la cour, elle était devant tout le monde, il a pris le masque, il a fait tomber, et le gars en dessous, il avait la même tête que le masque. Ça, c'est la rabbinite John Grace. Elle a dit, des fois, tu fais des choses qui sont extérieures à toi-même. Et ça paraît un jeu complètement... étranger à ta personnalité. Mais au bout du compte, à long terme, le gars il était devenu comme le masque. Ça, c'est la 4e solution. Et je veux dire une 5e solution, et là, j'aimerais vraiment rendre un hommage au Rav Simran Cohen, qui c'est tellement lui. Il y a un verset qui dit dans Michelet, j'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas dormir ici ce soir. Kamaim apanim lapanim, ken lev adam la adam. Quand tu te regardes dans l'eau, tu vois quoi? C'est ton visage que tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment toi. Quand tu souris dans l'eau, c'est toi. Quand tu fais la gueule dans l'eau, c'est toi aussi. Eh bien, a dit Michelet, Ken lève à Adam la Adam. Je vous dis un exemple. Il y a un gars où vous ne supportez pas, ou une copine, même pas en photo sur TikTok, vous voulez la voir, supporte pas. Quand vous la voyez, vous faites une telle. Imaginez-vous, il dit le Rav Simran Cohen, qu'au lieu de faire la tronche comme ça, ah, ma chérie. L'autre, il dit le Rav, vous la désarmez complètement. Et il dit, on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut faire sur une personne. Des fois, de faire des gestes théâtrales comme ça, qu'on se sent tellement étranger à une personne qui est en face de nous et qu'on ne supporte pas, on la désarme complètement. Rav Simran Cohen, c'était comme ça. N'importe qui voyait... Ah, à la limite, tu te dis, purée, moi, il faudrait que je sourise un peu plus parce que le Rav à côté de moi, on se sentait gêné de le voir. C'est ça, il dit le Rav. Il dit le Rav, on peut pas cacher nos sentiments à notre conjoint. Une personne, elle influence par l'affection ou la haine qu'elle envoie. Si elle envoie de la haine, elle reçoit de la haine. Si elle envoie de l'affection, elle reçoit de l'affection. Le Rav Arouche, il a écrit 375 pages sur cette idée-là. Il a dit, le couple, c'est un miroir. Si je lève la main, en face de moi, on lèvera la main. Si j'ai la banane, en face de moi, on aura la banane. C'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui décide de l'humeur et du tempo que je veux mettre dans mon couple. Et plus finalement, en face de moi,
je vais faire des actions, plus les autres vont changer. Alors là, dans leur tête, il y a certaines personnes qui sont en train de se dire, bon, je crois, il est tellement idéaliste, ils ne se rendent pas compte, ça c'est dans la théorie, mais il n'est pas dans la vraie vie. Je vous raconte une dernière histoire et je m'arrête. Dans un lycée, il y avait une classe, ça arrive des fois, où tout le monde s'était désespéré de cette classe. Mais quand je vous dis désespéré, ça veut dire qu'ils pensaient vraiment renvoyer les 35 élèves de la classe. Et ils ont amené un prof qu'on a appelé le prof de la dernière chance. Et ils lui ont dit, voilà, on vous donne la classe, s'il vous faut des protections, on vous en donne. Il y a la municipale, elle est en face. Si vous faites un malaise ou vous avez besoin d'un psychologue, on vous en met en place aussi. Vous allez voir la DRH, elle vous amène les pompiers s'il faut. Essayez de rester au moins 10 minutes dans la classe, voire une semaine. Au bout d'une semaine, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va la renvoyer, cette classe. Bon. Et au grand étonnement de tout le service de l'école, ce professeur, il a fait des miracles. Mais quand je vous dis des miracles, c'est que les enfants, ils ont été transcendés. Alors le directeur, il a commencé à transpirer. Il s'est dit, mais c'est quoi ce type? Il avait peur même pour sa place. Il a convoqué dans le bureau. L'autre, qu'est-ce qu'il a cru? Il croyait qu'on allait lui annoncer la fermeture de la classe. Il a dit, écoutez, je peux tout vous expliquer, Il a dit, assis-toi ici. Écoute-moi bien, ou tu me dis ce que tu as fait, ou je te renvoie de suite. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, moi je vous dis la vérité, je comprends plus rien. Il dit, quoi, tu comprends plus rien? Je t'ai dit que c'était une classe terrible. Toi, peut-être que tu leur donnes des trucs à fumer. Je t'ai dit, dis-moi ce que tu fais. Il dit, mais attendez, monsieur le proviseur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je prends la fiche ici, là, d'accord? Et je vois 85 sur 100. Je vois 88 sur 100. Emma 92, David 95, Olivier 98. L'autre, il a commencé à pleurer en face. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le proviseur? Il a dit, et vous croyez que c'est quoi ça? Ben, il dit, je sais pas, c'est la moyenne générale ou c'est les notes qu'ils ont eues tout au long de l'année. Il lui dit, ce que vous voyez ici, c'est le numéro des casiers. Il lui dit, mais alors mince, moi quand je suis rentré dans la classe et que j'ai vu ces chiffres, je croyais que c'était les notes. Donc qu'est-ce que je me suis dit, mais en fait on a des lumières qu'on sait simplement pas gérer. Donc qu'est-ce que je leur ai répété? Vous êtes des gars capables, vous avez des bonnes notes, vous êtes extraordinaires, vous êtes l'avenir du lendemain. En voyant des notes pareilles, ben j'ai pu que les encourager. Il lui dit, mais c'est pas les notes, c'est les numéros des casiers. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, par la vision qu'avait ce professeur-là, qui finalement était complètement erroné, mais dont il n'avait pas fait exprès, il avait métamorphosé les gens qui étaient en face. Donc quand je vous dis ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que tous ces exercices que je vous ai dit de mettre en face, finalement, eh bien, c'est la vraie vie. Et c'est ce que dit le Raphaïm de Vologine. Ve'amar Rabbeinu davar menoussé. Imiou le adam son imchat ve'shalom. Si un homme a des ennemis, imifol etzlo shehem tzadikim gmurim. Il est convaincu que ce sont des gens bien et des tzadikim, écoutez bien, là c'est quand même Raphaïm de Vologine, c'est une grosse pointure. Ye'afer levavam leoavim. Il transformera leur cœur en gens qui les aimeront. C'est le Raphaïm de Vologine. Donc finalement, le résumé de ce qu'on a dit ce soir, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a tout pour ne pas vivre ensemble et s'entendre, mais que finalement on fait ces petits efforts. Vous avez bien vu ce soir, je vous ai donné pratiquement, j'ai envie de dire, des jeux d'enfants. Mais c'est ce qu'a dit le Rav Wolbe, c'est Maasim Ktanim. Ces petites actions qui au début paraissent insignifiantes, à long terme, elles feront que peut-être on vivra le plus grand bonheur. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Bravo à tous.